Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Ils ont bien fait. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau bilan d'intersaison. Après avoir fait les Buccaneers hier, on se retrouve avec une nouvelle franchise en B et aujourd'hui c'est les Broncos. Pour cela, je suis d'abord accompagné par Alexandre. Salut Alexandre, comment tu vas? Salut Alex, salut tout le monde. Là pour aujourd'hui, j'enlève ma casquette des Raiders et je vais aller parler d'un rival de division. On va essayer de rester objectif malgré mon côté supporter. Donc ça va être sympa d'écouter notre invité, ce qu'il a à dire. Exactement. Et notre invité, vous l'avez déjà vu l'année dernière quand on a fait les bilans, vous l'avez déjà vu sur des Game Zone aussi, où il s'était illustré. Et donc c'est Prince qui est de retour de Denver Broncos FR. Salut Prince, comment tu vas? Salut Alexandre, salut Alex, merci de m'inviter. Je vais très bien, il fait beau, il fait chaud. Et en plus, on sort d'une belle saison, donc tout va bien. Exactement. Est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors, pour me présenter, je m'appelle Prince, je suis fan depuis 11 ans maintenant, 12 ans, 2013, ouais 12 ans. Et j'ai vécu pas mal de choses sympathiques. Et je suis également CM de Denver Broncos FR, je crois. J'utilise tellement que j'en oublie. Depuis 2015. Un peu avant, enfin même 2014, l'année. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Octobre 2015. Ouais, c'est bien ça. L'année du titre. Ok, ok, sympa, sympa, c'est cool. Un fan de longue date qui peut enfin profiter d'un bon QB après des années où ça a été un peu plus galère. Donc c'est bien, tu retrouves enfin du positif et ça fait plaisir. Je rappelle à tout le monde, suivez-nous partout, le front office, rejoignez-nous sur le Discord également, où on discute pas mal et où on va pouvoir discuter de cet épisode tous ensemble sur le petit canal Broncos. Donc ça va faire plaisir. Je rappelle la structure de de cet épisode. On va parler de la saison 2024, euh, faire les besoins lors de cette intersaison, la free agency, la draft, et on se projette sur la saison 2025. C'est parti. Là, au début de la saison, on avait fait un power ranking Prince. Et donc, on avait noté un peu les équipes où est-ce qu'elles seraient au sein de la draft. Et ben, je pense qu'on est sur la franchise où on s'est le plus planté, puisqu'on vous avait mis très, 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 très haut à la draft. Dans notre power ranking, on vient de voir, là, c'était troisième. Donc, rien à voir avec ce qui s'est passé dans la réalité au final. Mais je pense qu'on avait du mal à voir ce que ça allait faire et on avait peut-être des doutes sur Bonix. Au final, vous avez le pick 20, donc c'est une bien, bien, bien meilleure saison que prévu. Vous faites 17 avant déjà d'aller en playoff, ce qui était, je ne sais pas si c'était l'objectif, mais tu pourras nous en parler. Et vous perdez au wild card round contre les Bills. Alexandre, je te laisse commencer. Déjà, toi, d'un point de vue semi-neutre, puisque comme tu l'as rappelé au début de l'épisode, tu es fan des Raiders, donc c'est pas exactement neutre, mais tu n'es pas fan des Broncos non plus. Comment tu vois les Broncos de l'extérieur cette saison? Est-ce que c'est ce que toi t'attendais? Parce que toi, tu nous avais pas fait de power ranking, donc on peut pas te jeter la pierre, tu n'étais pas là. Nous, on y était, on s'est tous plantés. Mais toi, voilà, comment tu voyais cette saison au début? Je pense que comme à peu près tout le monde, les Broncos faisaient partie des équipes où on se disait qu'il y allait avoir un temps d'adaptation avec Bonix, jeune quarterback rookie. On pensait pas qu'il allait être une équipe de playoff dès la première année. Et je pense que même certains fans des Broncos ont vraiment peut-être été surpris par le résultat final de cette saison. Mais au final, quand tu vois le déroulé de la saison et quand tu vois les joueurs qui ont progressé, tu vois, notamment je pense à une défense qui a porté vraiment cette équipe et notamment emmenée par le Defensive Player of the Year, Patrick Surtain, qui est vraiment devenu le meilleur cornerback en NFL. Bah, je pense que cette équipe des Broncos a vraiment surpris beaucoup de monde, beaucoup de spécialistes, etc. Et notamment certains fans des Raiders. Nous, c'est vrai que ça faisait un petit moment on avait un peu l'avantage sur les confrontations avec eux. Cette année, ils nous mettent 2-0, simple, sec, on va dire. Les matchs étaient vraiment à sens unique, donc c'est un peu une équipe métamorphosée. On sent la patte de Sean Payton sur cette équipe, et on sent que Bonix était clairement le parfait, on va dire, chez nos manquants à ce qu'il voulait mettre en place. Il y a plein de joueurs qui se sont révélés, hein. Je pense notamment, enfin,
révélé, c'est un grand mot, mais Courtland Sutton a retrouvé, on va dire, ses meilleures jambes et ses meilleures mains pour nous pondre une de ses meilleures saisons. On a eu une ligne offensive qui a quand même surpris pas mal de monde. Je pense notamment aussi à Quinn Meinerz, qui est devenu un des meilleurs gardes de la ligue cette saison, All-Pro ou deuxième team All-Pro. Prince me corrigera là-dessus. Et la défense, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui se sont révélés comme Nick Bonito, par exemple, qui fait sa meilleure saison en carrière, 13 sacs et demi. Tu as Cooper qui est au-dessus des 10 sacs. Je crois que les Broncos, c'est parmi les équipes, peut-être celle qui a le plus de sacs en NFL de la saison dernière. Donc c'est quand même un delta assez impressionnant quand tu vois ce qu'ils nous avaient fait la saison d'avant. Donc non, équipe vraiment portée par sa défense et portée par un quarterback rookie qui a surpris beaucoup de monde. Et je laisserai Prince un peu accentuer sur ce point-là. Prince, toi, quand les Broncos draft Bonix en 12, où tu as un peu l'impression que c'est le dernier, enfin, d'un point de vue extérieur, de mon point de vue, tu as l'impression que c'est un peu le dernier QB qui est là et tu prends parce que tu as besoin. Est-ce que toi, tu étais content de voir Bonix arriver chez toi, ou est-ce que tu aurais espéré, il y avait Bowers, il y avait tous les joueurs défensifs qui étaient encore dispo? Est-ce que tu étais content? Est-ce que tu attendais autre chose? Et après, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison? Alors, beaucoup de questions que tu m'as posées. Je dirais globalement, enfin, je vais commencer par Bonix. Je pense que Pick 12 et toute la narrative qui a tourné avec la tournure des choses étant le dernier quarterback du premier tour, si je dis pas de bêtises. Euh, Faut pas l'avoir comme ça. C'était vraiment un joueur qui était suivi par Peyton depuis pas mal de temps et qui avait impressionné le staff lors des interviews. Donc, c'est vrai que quand on a l'avis d'un fan et qui n'a pas forcément les insides et enfin, de toute façon, qui n'est pas dans la war room, on peut se poser des questions, mais depuis le début, il n'y a pas eu de questions vis-à-vis du staff. Et ça s'est vu sur la saison, vu que ils lui ont fait confiance, malgré quelques erreurs au début. Et puis, ça a été excellent à la fin. Mais, enfin, même pas. Mais sur la saison globale, je trouve que j'avais pas. Enfin, de moi-même, j'ai pas donné d'objectif précis. Si on était dans le top 3 de la draft, comme beaucoup l'avaient prédit, ça aurait été une situation qui n'aurait pas été forcément mauvaise. Et si on avait eu cette saison qu'on a eue, enfin, peut-être un peu moins bonne, c'est-à-dire on loupe par exemple les playoffs à une ou deux matchs, un ou deux matchs de la fin, ça aurait été une saison réussie malgré tout. Mais comme on a pu le voir, les Broncos ont dépassé les attentes. Il y avait le ciel, ils ont dépassé le ciel. Donc c'est un peu le piège enfin, qui se présente à nous pour la saison d'après, puisque par rapport à l'année dernière où on disait que non, on n'est pas une équipe à 5 victoires, ce serait un peu fou de se dire maintenant qu'on a eu un match de playoff à jouer, on est maintenant une équipe de playoff. Non, c'est faux. On est une équipe qui continue de progresser, qui a énormément de jeunes, qui a aussi des zones où il faut améliorer l'équipe. Et toute cette expérience de playoff ne sera que positive et bénéfique pour un groupe qui avait besoin d'expériences positives après ces longues années de purgatoire. Yes, totalement, hein. Et comment dire, attention à pas faire un peu ce qu'on voyait des Texans cette année, où on les voyait plus beaux que ce qu'ils allaient être au final, parce qu'ils ont fait une super saison avec CJ Stroud en rookie. Là, vous avez quand même des super bases où il y a encore des choses qui sont assez claires qu'il faut améliorer, et je pense que c'est encore le cas. On pourra en parler lors de comment dire, des recrues, que ce soit à la free agency ou à la draft. Mais c'est déjà quand même des super bases, et avec un Bonix qui, si Jaden Daniels, je pense, ne fait pas cette saison qu'il est en train de faire, on en parle bien plus haut, et je pense que ce sera un peu le sujet de toutes les discussions axées autour des rookies offensifs.
Il y a une question aussi qu'on pose à tous nos invités, Prince. Est-ce que pour toi, tu as un match qui est représentatif de cette saison? Est-ce que quand tu vois la saison, tu te dis, je sais pas, il y a un match où tu t'attendais pas à gagner, par exemple, et tu l'as gagné de manière un peu difficile, ou un match que tu t'attendais pas à accrocher? Est-ce que voilà, tu as un match comme ça où tu te dis, bah tiens, si je devais mettre un, ce serait celui-là? Eh bien, il y a beaucoup de matchs que j'aurais pu choisir, notamment le match contre les Raiders, de celui où c'est du 10-3. Et ensuite, il y a enfin, un match excellent de manière au crédit de Patrick Surtain, et où j'ai plus le score exact, mais il y a 40 quelque chose. Donc, enfin, mais je ne l'ai pas choisi, j'ai choisi un autre match qui représente le bizarre et l'irrationnel de cette saison des Broncos. C'est celui qui était pas loin des matchs de playoff. C'est le match contre les Colts à Denver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous faire un petit peu le déroulé du match pour vous rendre compte de enfin, ce match, mais incroyable. Ça commence par premier carton qui est catastrophique. Un TD de Richardson au sol, enfin, le quarterback, Anthony Richardson. Ensuite, une interception de Bonix. Ensuite, on récupère le ballon, on se prend un sac de Bonix. Donc, on rend le ballon. Et derrière, on a un petit peu, enfin, on prend un field goal, donc 10-0. Derrière, il y a non, 10-3, pardon, parce qu'entre-temps, on avait mis un field goal. Et derrière, on marque un touchdown pour. Non, excusez-moi. Non, il y a 10-0, on marque un touchdown, ça fait 17. Et ensuite, il y a eu une interception de Brandon Jones. Malheureusement, on n'arrive pas à capitaliser là-dessus, puisque on arrive sur une interception de Bonix, la deuxième du match. Et là, interception en plus au milieu du terrain. Il y a une action qui est bizarre, un jeu enfin, à la passe de Richardson, ils avancent de 5 yards, et une course de Jonathan Taylor, 40 yards, il brûle toute la défense, et truc assez anecdotique, il lâche le ballon avant de traverser la ligne. Du coup, c'est revu. Ils auraient pu être à 17 ou 17-7 ou 27, je ne sais plus exactement. Et au final, le touchdown est annulé. Et comme le ballon est sorti du terrain, touchback pour les Broncos. Et derrière, bon, on est un peu poussif. Troisième interception de Bonix. Les Colts arrivent un petit peu à avancer, mais on arrive difficilement au quatrième quart-temps, avec un match au score serré. Et puis, il y a un retour de punt de Marvin Mims qui nous place aux portes de la end zone, plus précisément en zone rouge. Derrière, touchdown de Atkins à la passe. On revient, on passe au score, 17-14, je crois, ou 17. Enfin, j'ai oublié le score, mais on passe devant. Et puis derrière, la magie. 17-13. 17-13, merci. La magie s'opère. Il tente un trick play où il fait la passe à un receveur qui renvoie la balle à Richardson. Et en fait, c'est une interception de Bonito. Big up à Renato d'ailleurs, qui adore ce joueur. Donc Bonito qui intercepte ce ballon, qui file en end zone, qui fait un geste assez obscène. Et derrière, un autre touchdown à la passe de Bonix pour Sutton, après une action défensive d'exception de Surtain qui fait un catch je ne sais pas si on sera aussi à la vidéo, mais en gros, il court en arrière comme ça et il attrape en retombant. Donc c'est incroyable et on finit le match à 31-13. Là où on aurait dû être à 20, 21,
21-10. Et je pourrais pas vous dire, je suis pas devin non plus, l'issue d'un match à 21-10 où tout allait contre nous et finalement tout se retourne. Un peu à l'image de la saison des Broncos où ça a été compliqué au départ, quatre premières semaines où Bonix ne marque aucun touchdown. Il en score que à la course. Et puis, quatrième semaine, il en marque et il finit quand même avec le plus de touchdowns de la part des rookies, 27 ou 29. Donc c'est incroyable, vraiment incroyable. Au final, t'en parlais, hein, ce match-là et l'action du touchback notamment, c'est vraiment t'aurais pu penser que la saison, c'est le touchback qu'aurait dû être un touchdown, et au final, avec le touchback, les Broncos arrivent à se mettre bien en marche, ça fait les playoffs, mais c'est vraiment des petits détails qui, à chaque fois, font en sorte que tu es en playoff au lieu d'être à, je sais pas, top 3, top 4 de la draft. Donc, très bon choix. Et c'est ouais, assez cool, assez cool. Et tu es à la vidéo, donc on verra ton super catch en arrière pour ceux qui sont sur YouTube avec nous ou sur Spotify en vidéo, parce que vous avez également le podcast vidéo sur Spotify. On va pouvoir se projeter sur la free agency. Et pour cela, je vais te donner la main, Alexandre. Est-ce que toi, tu avais ressenti des besoins? Il y avait 40 millions de cap, ce qui est quand même assez raisonnable et assez. Tu as moyen de faire des choses, surtout avec les arrangements de cap qui sont faisables. Est-ce que tu avais identifié, Alexandre, des besoins pour ces Broncos? On en avait parlé avec PA lors d'une vidéo sur plusieurs équipes, en tout cas sur chaque équipe qui avait des besoins durant cette free agency. Et c'est vrai que tight end, running back étaient les besoins prioritaires en offense. Je pense qu'en tout cas, entourer Bonix de skills players, c'était, je pense, une des principales, un Je des pense que principaux objectifs de cette saison. tu peux ajouter receveur, je pense. Receveur aussi, mais Cortland Sutton avait vraiment fait une bonne saison. Donc, tu vois, à la limite, quelqu'un, on sait qu'ils avaient investi aussi sur ce côté-là du ballon avec Troy Franklin. Devogan Vele qui s'est imposé un petit peu dans le slot aussi. Donc voilà, il y avait quand même. Mims aussi, ouais, c'est vrai. Voilà, il y a Mims aussi qui est un très bon retourneur et une très bonne menace profonde. Donc ils ont des armes. Après, oui, c'est vrai qu'un petit ajout en receveur en plus n'aura pas été de refus, mais c'est surtout Tyden, moi, qui me posait problème. Adam Trotman, j'ai rien contre lui, mais au final, tu fais 250 yards, je crois, sur la saison. Donc, bon, c'est pas ce que tu veux comme production pour un tight end numéro 1, sachant que tu as un quarterback qui est jeune. Donc, c'est bien d'avoir une solution, un peu de sécurité qui peut t'apporter de la production à ce niveau-là. Donc en offense, c'était surtout tight end running back, et en défense, la défense est ultra solide, mais je pensais qu'il y avait quand même un petit besoin en tant que linebacker, enfin même un bon besoin en tant que linebacker, vu qu'il y avait des Cody Barton qui est parti en plus durant cette off-season, donc il était en fin de contrat, tu perds un starter. T'en avais deux autres qui étaient re-signés, si je dis pas de bêtises, qui étaient aussi en fin de contrat. Donc, tu savais que linebacker, ça allait être une des priorités de cette intersaison aussi en défense. Et peut-être safety aussi, un petit complément j'ai oublié son nom, attends, je regarde, mais c'était Brandon Jones. Voilà, je cherchais le safety qui avait fait une bonne saison du côté des Broncos. Et je pense un petit complément à Brandon Jones, ça aurait été pas de mal pour cette intersaison. On va voir ce qu'ils ont réussi à faire. Donc tu disais running back running back tight end, pardon. Et linebacker, surtout en Linebacker, priorité, ouais. quoi. Ok. Prince, est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu as un autre poste, autre chose que tu aurais pu évaluer? Ouais, je suis globalement d'accord. Si vous voulez, il y avait deux groupes de besoins. On va dire les besoins urgents, c'est-à-dire là cette année, l'année prochaine, voire après ce serait catastrophique. Et des besoins moins urgents où il y a déjà des joueurs au poste et enfin des joueurs plus ou moins jeunes. Et derrière, juste pour étoffer la rotation, voire créer une sorte de surprise avec un joueur qui sortirait du bois et deviendrait un joueur solide à ce poste-là. Pour le premier groupe, un running back, parce qu'on l'a vu, euh, on a besoin d'un coureur en qui on a confiance, même si ce sera un comité, et c'est un comité de coureurs que Peyton utilise, parce qu'on a besoin d'être imperspectible et surtout imprévisible. Donc, et pour aussi aider Bonix l'année prochaine, parce que j'imagine que
les autres équipes ont étudié le film de sa saison. Il faudra absolument que les running backs, à la fois, puissent être sur le terrain pour brouiller les pistes, parce que si on a un running back qui ne fait que courir, bon, ben, on sait qu'il est sur le terrain, on va stuffer le run, et si on a un running back qui sait que attraper, bon, ben, on va mettre 2-3 pass rushers en plus, et c'est compliqué. Donc, running back, vraiment, vraiment urgent. Après, un receveur, bien sûr, parce que même si la saison a été belle, ça a été compliqué entre le fait que Sutton a été un receveur enfin, sur qui on pouvait compter, j'ai fait le mot en anglais, et Marvin Mims qui a complètement ébloui toute l'équipe. Donc, très honnêtement, je vois ces deux postes-là de manière vraiment urgente. Ensuite, un tight end et un numéro 2 en QB, ça c'est pour le deuxième groupe, et un safety. Sachant que pour d'autres postes, notamment linebacker, c'était plutôt pour la free agency. Yes, eh ben, écoute, on va pouvoir en parler de ça. On a 4 recrues, qu'à chaque fois qu'on note les 4 recrues qui coûtent le plus cher d'un point de vue argent annuel. Et donc cette année, vos recrues les plus chères, c'est Talanoa Ufanga en safety qui vient des Niners. Ensuite, c'est Evan Engram, tight end des Jaguars. Dre Greenlaw, linebacker des Niners. Et Trent Sherfield, receveur des Vikings. Donc là, on a quand même tous les postes dont vous avez parlé. Après, il y aura d'autres, il y a des re-signatures également, il y a plein de différentes choses qu'on peut aborder. Alexandre, je te donne la main d'abord. Voilà, toi, quand tu vois cette free agency, est-ce qu'il y a des choses. Qu'est-ce qui est le plus positif? Est-ce qu'il y a même des choses négatives? De quoi tu as envie de parler? Je pense que j'ai envie de parler, comme tu l'as dit, en tout cas, c'est des besoins qu'on vient de citer qui ont été adressés. Donc, en tout cas, ils ont vu la même chose que nous, qui avaient des besoins sur ces positions-là. Les choix des joueurs, pour moi, sont plutôt intéressants. J'espère juste que, en tout cas pour les Broncos, que le problème de blessure d'Ufanga et de Dre Greenlaw soit derrière eux et qu'ils puissent être à 100% l'année prochaine. Parce que tu sais que c'est des joueurs qui ont comment dire, des performances sur les dernières années, qui ont en tout cas des références qui sont notables sur leur position et qui les blessures les ont empêchés de progresser et d'atteindre un niveau encore plus haut. Donc si tu arrives à relancer ces joueurs-là, je pense que leur défense peut être vraiment très très dangereuse sur la saison prochaine. Donc ça c'est la petite interrogation, mais en tout cas les paris se tentent et en soi même si ça marche pas, tu as quand même des joueurs, tu as quand même une défense qui reste solide, donc c'est pas non plus des game changers, j'ai envie de dire défensifs, parce que tu as déjà ces joueurs-là dans ton équipe qui était déjà là l'an dernier. Et en attaque, Evan Engram, c'est une bonne solution, en tout cas, pour donner une cible en tant que tight end. Alors, je pense qu'il comble un peu plus, même limite, le besoin de receveur que de tight end, parce que bon, on connaît les qualités de blocking, de bloc d'Evan Engram, et il n'y en a pas non plus énormément, donc c'est pas une de ses qualités premières. Mais par contre, à la réception, c'est un joueur qui est capable de faire des différences. On l'a vu avec Trevor Lawrence, qui a notamment fait, je crois, ses meilleures saisons en carrière avec lui. Donc voilà, il sort peut-être d'une saison un peu moins bonne, c'est pour ça que les Jaguars l'ont pas signé, mais c'est un joueur qui, quand il est en forme, arrive à toujours à faire ses stats et à être performant. Donc ça peut être une bonne soupape de sécurité pour Bonix. Et en tout cas, j'étais plutôt content. Alors on sait que, comment dire, sur le poste de running back, ils n'ont pas adressé à la free agency. Là, on est sur la dernière période un petit peu de free agency ces derniers temps. Moi, j'ai vu l'information qu'il y avait J.K. Dobbins qui était peut-être une solution dont il pensait sur cette dernière vague, j'ai envie de dire, de free agency. Donc ça, on verra dans les jours à venir si ça se matérialise. Sachant Mais, qu'on enregistre cet épisode dimanche et que l'épisode sort mercredi. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées. Visiblement, il aurait quitté Denver sans contrat. Donc voilà. Pour revenir sur Evan Engram, il était blessé beaucoup la saison dernière. Il a joué 35% des snaps, donc forcément tu produis moins. Et voilà. Après, moi je pense que c'est comme tu l'as dit, c'est une bonne option. Tu as besoin d'un tight end, tu as besoin de receveur. Tu fais difficilement mieux, je pense, en free agency.
niveau tight end. Prince, toi, qu'est-ce que tu as pensé, que ce soit positif ou négatif, de cette free agency? À toi l'honneur. Très peu de flops en vrai. Très peu de flops. Ou du moins, il n'y a pas de. J'ai pas direct comme ça de poste où je me dis c'est pas possible, il faut recruter là. Euh, je ne peux pas dire qu'il n'y a que des tops, mais j'en ai quand même quelques-uns. Mais sinon, c'est plutôt attendons de voir, donnons-leur une chance parce que ça ne concerne pas forcément cette off-season-là, mais j'étais perplexe et sceptique par rapport à Braden Jones et son passage à Miami. Et force est de constater que j'ai bien fermé ma gueule toute la saison. Donc, attendons de voir. Et pour les tops, j'ai 3 noms, 2 à la free agency, 1 à la draft. Donc Greenlaw et Ingram. Greenlaw en poste de linebacker pour venir remplacer l'ancien linebacker des Eagles qui allait à Tennessee. Cody Barton. Exactement. Donc, qui a eu son match incroyable, son pic, et ensuite que des matchs en dents de scie. Et on semblerait qu'une chance soit donnée à Singleton pour cette saison. Et après, on a quand même des petits jeunes qui ont été, qui tournent toujours autour des joueurs non draftés. Donc, à voir. Mais vraiment, Greenlaw, très content de cette signature parce que il nous fallait un joueur, enfin, un des 2 linebackers des Niners, même si ma préférence était plutôt pour. Ça y est, j'ai oublié son nom. Warner. Mince. Bon, tant pis. Les fans des Niners l'auront, mais Greenlaw, je suis quand même très bien. Parce que malgré Fred Warner, merci. Greenlaw, je suis quand même content parce que malgré une saison où il n'a quasiment pas joué pour une grosse blessure, celle d'avant, il était quand même parmi les leaders de cette défense, donc faut voir. Ensuite, mon deuxième coup de cœur niveau free agency, c'est donc Ingram, un tight end qui était chez les Jaguars juste avant, si je dis pas de bêtises, et que j'ai toujours apprécié. Euh, j'ai pas, enfin, c'était pas mon top list par rapport à la free agency, mais il vient compléter un poste où on a eu des no-names qui ont fait des 200, 300, 400 yards ici et là par saison. Et il nous faut un tight end qui soit capable de faire le double. Enfin, double de 400, donc 800 yards pour pouvoir moins porter enfin, enlever un petit peu de responsabilité au receveur si jamais ça ne clique pas tout de suite. Et puis voilà. Donc, sachant qu'on a récupéré quelques jeunes à la draft un petit peu plus loin, donc ça leur permettra aussi d'aborder la saison avec plus de sérénité, comme d'autres ont pu la vivre. Côté draft, donc, belle transition. Le premier tour, j'étais pas du tout sur ce joueur, mais après avoir vu les différents profils draft fait un petit peu partout, chez les Américains aussi, chez nos Français, je suis tombé, enfin, je ne vais pas dire que je suis tombé amoureux, mais je suis moins sceptique, moins critique de ce choix et beaucoup plus du côté positif que du côté négatif, voire du côté neutre, par rapport à cet ancien cornerback de Texas. Il vient rajouter une force sur une force. Et puis, moi, j'aime bien cette sélection, puisqu'on a vu sur la fin de saison, après un petit coup de moins bien,
après cette blessure de Riley Moss. C'était utile d'avoir un joueur qui puisse jouer au large parce que sinon on se retrouvait à targeter Moss où le côté où n'est pas certain et ça annihilait complètement les efforts accomplis par cette équipe. Donc Greenlaw, Ingram et Barron. Eh ben, écoute, parfait. Dans ce cas, je vais pouvoir. Ça fait. Tu as raison, une petite transition avec la draft. On va pouvoir énumérer les picks. Donc, avec le premier pick 20, vous avez récupéré J.D. Barron, cornerback de Texas, dont tu viens de parler. Au deuxième tour, avec le pick 60, vous avez récupéré R.J. Harvey, running back de UCF. Au troisième tour, Pat Bryant, receveur d'Illinois. Troisième tour encore, Savion Jones, edge de LSU. Quatrième tour, Quay Robinson, edge d'Alabama. Au sixième tour, Jeremy Croshaw, punter de Florida. Et au septième tour, Caleb Lohner, tight end de Utah. Alex, toi avec PA, vous avez noté la draft en tant que tier B, donc bonne draft mais. Pour ceux qui ont envie d'écouter une analyse un peu plus en profondeur de l'AFC West, je vous invite à aller écouter Alexandre et PA qui parlent de ça. Mais en quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé de cette draft, Alexandre? Et est-ce que tu trouves ça, si tu étais fan des Broncos, est-ce que tu serais content? Toi, tu étais plus côté, tiens, j'ai envie de le mettre un peu plus haut, et PA était plus, je veux le mettre plus bas, ou l'inverse, ou est-ce que vous étiez d'accord? Non, global, je pense qu'on a été plutôt d'accord. Alors moi, je sais que sur le pic J.D. Barron, moi j'étais, enfin, ça m'a fait un peu chier hein, pour dire les termes parce que je me suis dit, putain, ils ont encore sélectionné un très bon joueur et c'est un joueur qui va faire beaucoup de bien dans cette défense, sachant que c'est déjà une des très bonnes défenses et tu sais que leur secondary c'est parmi l'un des meilleurs secondary en NFL. Donc non, c'est un joueur qui en plus a cette versatilité qui peut amener en tout cas dans le slot et en même temps à l'extérieur. Donc tu sais que tu as des Riley Moss et Williams, si je dis pas de bêtises, leur gars dans le slot, j'ai oublié son nom, Macmillan, pardon, je confondais avec un autre, mais Macmillan qui était, Jaquan Macmillan qui est dans le slot, qui a fait une bonne saison aussi, donc tu sais qu'il peut à la fois dépanner sur ces deux positions, il a joué aussi safety par séquence à Texas. Donc c'est un joueur qui a une énorme polyvalence et qui est un très très bon joueur de foot. Prince on a bien parlé. Là, ce qui m'a un peu déçu, moi, c'est sur la suite de la draft. Alors R.J. Harvey, c'est un bon joueur de foot. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec lui, même si j'avais des joueurs qui étaient que j'avais un peu plus haut en tant que running back sur la position avant lui. C'est quand même un joueur qui a déjà aussi 24 ans, donc tu sais que c'est un joueur qui a quand même une marge de progression un peu moindre que certains de ses camarades de cette QV. Donc voilà, après le joueur aussi, Sean Payton visiblement avait l'air d'être tombé amoureux, donc j'ai pas trop de problème non plus à voir le fit chez les Broncos. En plus, ça peut faire moi une petite paire sympa avec Audric Estimé, le deuxième année qui avait été drafté l'année dernière. Donc voilà, un petit, enfin léger reach, j'ai envie de dire sur ce pic là, mais le joueur est pas mauvais. Et c'est surtout ouais, sur les pics d'après, Savion Jones et Quay Robinson. Ça amène de la rotation sur ta D-line, mais j'ai pas dans l'idée que c'est des mecs qui peuvent être vraiment titulaires dans le futur. Bon, l'avantage c'est que tu as déjà deux top jeunes sur cette position avec Cooper et Nick Bonito. Donc pas trop de problème. J'aurais préféré à la place peut-être un defensive tackle sur ces positions-là, et moi je trouvais qu'il y avait encore des très bons defensive tackles. Et je trouve que sur la rotation avec Zach Allen et Franklin Myers, j'aurais bien aimé un petit mec derrière à développer et pourquoi pas prendre la place de Franklin Myers à l'avenir. Je crois qu'il arrive en fin de contrat d'ici pas trop longtemps. Donc c'est sur ce petit regret-là où on dit quand même bonne draft parce que c'est quand même des bons joueurs, mais on aurait préféré des choses différentes. Donc, mais après, ça reste quand même une draft solide et ton premier tour est loin d'être foiré, même au contraire. Donc voilà. Prince, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette draft? Tu as parlé de J.D. Barron déjà où tu es assez content. Est-ce que tu as d'autres joueurs où tu es content? Est-ce qu'il y a des déceptions? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Déjà, avant de vous donner mon avis sur ces drafts, je voudrais quand même faire un gros big up à toi, Alexandre, parce que tu avais l'air beaucoup plus hypé par les picks de l'équipe que moi-même. Donc, déjà, voilà, un petit shout-out pour toi. Sinon, sur les picks, je vais pas dire c'est quasi un sans faute, mais on n'est pas loin.
parce que, comme j'ai dit, il fallait un running back. Bon, je suis pas très fan de prendre de prendre un titulaire en running back au CEO, puisqu'il y avait le débat, faut monter à la draft pour prendre Ashton Genty. Bon, finalement, il a atterri dans la division, mais bon, c'est un détail. Mais je trouve que les sélections ont été cohérentes, même si j'attendais quand même deux postes précisément. Comme tu l'as dit, Alexandre, un joueur à prendre dans le front seven, un petit tackle, un bon buffle qui puisse prendre le temps d'être développé. Euh, Parce que cette année, je pense pas que Franklin Myers va être libéré, mais ça parlait quand même de potentiellement trade. Donc je ne sais pas à quel point c'est sérieux, ces rumeurs sont sérieuses, mais ça aurait été beaucoup plus cohérent ou beaucoup plus pertinent d'avoir un petit gars à développer, qu'on le garde un an de plus et puis on unleash de beast. Mais voilà. Et le deuxième poste, c'était DT et mince, je commence à devenir vieux. Un DT Receveur? et un O-line, voilà, merci. Un O-line qui puisse être versatile parce que il y avait j'ai trouvé une classe plutôt bonne, voire très bonne. Et on n'est jamais, c'est jamais un luxe de prendre un joueur de ligne offensive sur une saison comme ça. Et sinon, pour revenir sur les autres picks, Pat Bryant en receveur qui est un super joueur. Mais j'ai la même sensation qu'avec Troy Franklin. Donc si j'ai une plus haute estime de Bryant que de Franklin au moment de leur sélection respective. Savion Jones de LSU que j'ai pas mal apprécié. Après, j'ai pas trop suivi la saison de NCAA cette année, donc je sais pas. Pour moi, il m'a l'air d'avoir été pris un petit peu tard, mais je laisse les fins connaisseurs dire si c'est plutôt haut, bas ou dans le range. Ensuite, Q Robinson d'Alabama. Je connaissais absolument pas. Et puis, il y a cette armée numérique des fans américains des Broncos qui font des vidéos tous les jours. On dirait qu'ils ne dorment jamais. Et donc, grâce à ces vidéos, j'ai pu m'hyper. Et pour cette fin de draft, le punter de Florida, gros big up à Guigui de Florida France qui a vu deux titres de la part de ses équipes préférées, les Gators et le PSG. Donc, il a pu apprécier cette sélection par les Broncos. Gros pied, gros jeu de pied pour un joueur comme ça. Et puis, pour clore cette draft, Caleb Lohner, monsieur, une réception, un TD. Donc, c'était sympa. Cette draft, un Thailand à développer. Comme on a évoqué tout juste avant par rapport au DT, où on a un gars à développer et un gars qui est un vétéran. C'est exactement la même philosophie que j'attendais en termes de DT qu'il y a eu en termes de Thailand. C'est bien en tout cas, merci d'avoir rappelé le succès du PSG pour Alexandre qui est fan de l'OM et qui, voilà, en cette petite soirée juste avant de reprendre le boulot demain, voilà, c'est évidemment ce qu'il a envie d'entendre et donc merci de l'avoir rappelé, ça fait très très plaisir. Je pense qu'on va pouvoir, Alexandre, j'ai une petite question, voilà, est-ce que tu trouves que l'intersaison a comblé les besoins de cette équipe de Denver de manière globale? Au global, les besoins ont été pensés. En tout cas, j'ai l'impression, j'ai quand même le sentiment que chaque besoin a été adressé en partie. Il y a quand même, moi, je trouve quand même que la position de tight end
reste encore en suspens parce que, alors oui, Evan Engram, on a dit que c'était un tight end, mais pour moi, c'est quand même un joueur qui joue beaucoup plus dans le slot que inline, donc à côté du tackle. Donc à partir de là, j'ai toujours le problème de voir Adam Trautman, par exemple, si tu joues en 12 personnel, bah, tu vas mettre encore du Adam Trautman à l'intérieur à côté du tackle. Donc moi, j'ai un peu ce problème-là et je trouve que ils ont, on va dire, retardé l'échéance. Ils ont pris comment il s'appelle Ingram pour une saison, j'ai envie de dire, bon, pour réfléchir et Ouais, se je pense. donner une saison pour l'année prochaine pour essayer de résoudre le problème du tight end à l'avenir. Donc moi, il y a vraiment cette question-là du tight end qui reste un petit peu en suspens. Et en soi, après, sur les autres positions, c'est tout aussi intéressant. On verra si running back, RJ Harvey s'impose comme le titulaire ou s'il y a d'autres ajouts sur la free agency ou en tout cas la dernière vague de free agent. Donc non, au global, la saison, enfin, l'équipe a été améliorée. On verra si ça suffit pour retourner en playoff. Donc ça va être une des grosses interrogations pour cette prochaine saison. Et on verra aussi qu'ils sont potentiellement un calendrier qui n'est pas facile non plus cette année. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations encore sur cette deuxième saison, mais au moins ils ont quand même des certitudes en défense, et ça je pense que c'est le principal pour attaquer 2025. Tu parlais du calendrier, très bonne transition pour pouvoir regarder le calendrier des Denver Broncos pour la saison 2025. Une bye week en semaine 12, ce qui est plutôt bien quand tu veux faire les playoffs. Ça te laisse ça te coupe la saison assez bien en deux. Donc tu démarres avec Colts, donc pour ceux qui sont sur YouTube, domicile c'est en orange et extérieur c'est en bleu. Donc Titans, Colts, Chargers, Bengals, Eagles, Jets, Giants, Cowboys, Texans, Raiders, Chiefs. Gros premier créneau. La bye week ensuite. Et après, on a Commanders, Raiders, Packers, Jaguars, Chiefs et Chargers. Un beau programme. Prince, toi, quand tu vois ce calendrier, est-ce que tu as une idée comment dire, est-ce que tu as une idée du temps du temps. Est-ce que tu as une idée du nombre de victoires que ça pourrait faire ou voilà, qu'est-ce que tu vois pour la saison à venir? Quand je vois ce calendrier, je me dis que bon, si on peut avoir un bilan à l'équilibre, ce serait déjà pas mal. Parce qu'il y a un enchaînement qui est pas évident entre Chargers, Bengals et Eagles pour débuter la saison. Ce qui nous oblige à bien négocier les deux matchs de division de l'AFC Sud. Mais sinon, si on arrive à s'en sortir plutôt bien avec cet enchaînement de trois matchs sur les 5 premières semaines, a priori, on peut avoir un bilan positif et tout ce qui sera au-dessus de 9 victoires sera que du bonheur. Ouais, moi, quand je regarde le calendrier, je me dis que 9 victoires, ça peut le faire, hein. Alexandre, toi, je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Je sais que tu as déjà noté 2 défaites pour les Broncos, rien qu'avec l'annonce du calendrier, juste parce qu'il y a écrit 2 fois Raiders comme chaque saison. Mais qu'est-ce que tu vois comme bilan? Je pense que j'étais plutôt proche de ce que tu dis. 9 victoires, pour moi, ça semble un bon plancher. On sait que leur défense a encore été améliorée cet été, et pour moi, je les vois pas baisser de régime. Bon, en tout cas, je vois pas pourquoi, sauf blessure, et on ne le souhaite pas, mais je les vois pas baisser le pied, en tout cas, de ce niveau-là du terrain. Je pense qu'il y aura quand même un temps d'adaptation. En tout cas, les équipes NFL, Prince en a parlé tout à l'heure, mais auront vu un peu plus de vidéos et auront eu le temps d'analyser Bonix et son jeu. Donc pour moi, je pense qu'il y aura un petit temps d'adaptation sur cette saison-là. Donc pas sûr qu'ils refassent comment on s'appelle la même saison que l'an dernier. Donc moi, dans mon esprit, je pense qu'il y aura un petit step down, on va dire, de ce niveau-là. On verra si le jeu au sol arrive à être meilleur que l'an dernier. Parce que l'an dernier, il n'était pas non plus aussi fiable que ce qu'il a été par d'autres années. Donc moi, ouais, un plancher, je pense, à 9 victoires et max 10 victoires. Mais ça me semble pas du tout inenvisageable. On sait qu'il y a quand même, tu couples avec la NFC East, donc avec quand même les Eagles, les Cowboys, les Commanders qui sont tout quand même des équipes qui se sont renforcées encore plus. T'as le champion en titre, t'as les Giants qui se sont renforcés, t'as les Texans qui quand même restent une équipe un peu chiante, les Bengals aussi, les Packers. On en avait parlé avec Lala, mais ça reste quand même une équipe qui est tout le temps en positive, même malgré les critiques qu'on fait sur eux.
Et tu as aussi la FC West qui reste quand même très compétitive. On espère que les Raiders se proposent un meilleur jeu que l'an dernier. Et si c'est le cas, bah, les matchs seront encore plus compliqués que ce qu'ils ont eu ces dernières années. Enfin, en tout cas l'année dernière surtout, parce que l'année dernière c'était quand même des blowouts. Mais tu as toujours les Chiefs et les Chargers qui restent toujours aussi des matchs compliqués. Donc non, le calendrier n'est pas facile, mais je vois quand même les Broncos s'en sortir en positif sur cette année prochaine. Donc en gros, si on résume, on est à un 9-8 encore une fois. Enfin, je dis encore une fois parce que la saison dernière, c'était un 17, mais en jouant le dernier match contre les cadavres des Chiefs qui avaient laissé l'équipe B, et que si ça avait été un match important pour les Chiefs, je ne sais pas si ça aurait été le même score. Donc tu restes un peu dans la continuité, on va dire, de cette saison. Une free agency bonne, de manière qui comble les besoins, une draft qui est bonne aussi, et du coup, tu es dans une continuité, dans un but d'apprendre, sachant que le 17 n'était pas nécessairement ce que tu attendais pour la saison dernière. Voilà, les Broncos qui s'installent tranquillement dans cette place 7-8 de division, avec un espoir de faire de conférence, pas de division, parce que 17 ou 8 de division, c'est plutôt les Jets dans la FC Est, mais le 7-8 de conférence, avec comme espoir de faire les playoffs chaque saison. Top. Prince, on va te remercier d'avoir fait cet épisode avec nous. On sait que ton planning était chargé et que tu as réussi à nous caler du temps pour faire cet épisode, donc on t'en remercie beaucoup. C'est cool. Et on te rappelle qu'on peut te suivre sur Denver Broncos FR sur Twitter. Et est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour finir? Ben, je voudrais déjà vous remercier pour l'invitation. Donc, les auditeurs, je ne vais pas vous dire de suivre les faux, j'imagine que vous les suivez déjà. Mais continuez d'écouter chaque épisode de cette équipe, ils sont bons. Et franchement, merci pour l'invitation. Pour les Broncos, comme tu l'as rappelé, Denver Broncos FR, on va essayer d'avoir des soirées beaucoup plus tranquilles ou beaucoup moins cardiaques. Sinon, bon, on fera avec. Et puis, un dernier mot pour les fans des Broncos francophones, pardon, qui viennent de plus en plus et qui sont aussi de plus en plus jeunes. Donc, ça me rappelle que je deviens de plus en plus vieux. Donc, c'est sympa. Non, mais c'est cool, ça veut dire aussi que la franchise est attractive. Tu te lances en NFL, tu regardes les rookies, tu fais bon, qui fonctionne bien sans que je passe pour un footix. Ah, bah Bonix, c'est cool. Donc je peux y aller, je peux être un peu au moment avant que ce soit trop hype. Denver, c'est une ville cool. En plus, si je peux dire, bah, comme ça, je suis fan de Denver, donc j'aime les Nuggets et les Broncos. Et hop, tu t'en sors bien et tu fais un 2 en 1, tu fais le basketix footix. Et c'est exactement ce qu'il faut. C'est des franchises qui sont intéressantes quand même et qui ont une identité. Et ça fait plaisir à suivre. Alexandre, je te remercie aussi. Tu as passé quand même cet épisode à entendre que les Broncos allaient être meilleurs et que le PSG avait gagné la Ligue des Champions. Donc plus que les Pacers qui continuent de gagner. Et là, toi, on te retrouve au fond d'un ravin dans pas longtemps, quoi. Ouais, là, non, là c'est clairement pas l'épisode pour moi. Mais on espère que la roue tourne va tourner, comme on dit. Exactement. Parce que là, au moment où on enregistre, il n'y a que 1-0 pour les Pacers face à tes Thunder. Mais au moment où l'épisode est diffusé, c'est possible qu'il y ait 2-1, c'est possible qu'il y ait 3-0, parce que je crois qu'il y a 2 matchs entre, notamment un dans la nuit qu'on enregistre là. Donc, ouais. Si on te sent un peu fébrile sur les prochains épisodes, on saura pourquoi. Exactement. Top. Mais en tout cas, merci d'avoir fait cet épisode avec nous. C'était cool de t'avoir et ton expertise draft et tes super fiches de draft que tu as pu nous faire lors de cette intersaison. Prochain épisode qui sera demain avec les champions en titre. On accueille Victor Roulier pour parler des Eagles et ça sera diffusé demain. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux ou à repartager en tout cas le tweet, venir discuter avec nous sur le Discord. Tous les liens sont en description. Mettez un commentaire sur YouTube. Et si vous nous écoutez sur Spotify, vous avez le sondage pour juger cette free agency entre parfait et pitoyable. Donc vous avez 6 choix. On vous laisse juger et on fera un petit tableau de tout ça pour en discuter à la fin de l'intersaison. Merci Prince, merci Alexandre. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou fin de journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et vive le football!